François Godin, donc conseiller volaille à la Chambre d'agriculture. Donc, on a souhaité organiser cette petite webconférence donc avec Jean-Marc Bèche qui se présentera et aussi avec le témoignage donc d'Hélène qui fait partie des éleveurs témoins sur la thématique de la communication, plus spécifiquement sur l'agriculture, mais de manière plus spécifique sur le métier d'éleveur. Donc voilà, je vous demanderai pendant toute la durée de la conférence, donc si vous ne parlez pas, de couper votre micro, et donc vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Donc que vous trouverez en bas, voilà, pour que ça puisse être interactif. Et donc, je laisse la parole à Jean-Marc. Merci François. Donc, je veux bien que tu mettes le diapositive tout de suite, si tu peux. Alors, bon, voilà, je vais vous proposer une présentation avec quelques photos. Ça sera un peu un CV illustré. J'ai fait ça parce que je pense que ça correspond bien à ce qu'on essaie de faire avec vous, éleveurs, quand on vous prépare à prendre la parole. Et on va raconter un petit peu cette histoire-là. C'est que souvent, il faut commencer par déjà, pour nos interlocuteurs, bien expliquer de qui on est, d'où on est et d'où on parle. Donc, c'est ce que je vais essayer de m'appliquer. Euh, alors, rassurez-vous, il y aura pas mon album de famille au complet, hein. Mais cette première diapo, c'est juste pour vous dire que ça, c'est la ferme familiale du côté de ma mère, donc dans le sud-ouest, dans les années 40. Et avec mon grand-père et mon arrière-grand-père, donc qui étaient des petits agriculteurs plutôt moyens, plutôt assez un peu évolués quand même pour l'époque. Et là, on a l'exemple de deux vaches garonnaises qui font partie d'un des 3 rameaux de la blonde d'Aquitaine. Ça, c'est pour l'anecdote. On avance, s'il te plaît, François. Diapo suivante. Et donc, moi, mon enfance, mon adolescence, ça a été plutôt dans l'arboriculture, au milieu des melons, au milieu du maïs. Il n'y avait plus beaucoup d'animaux à ce moment-là. Et donc, milieu très agricole, très rural, dans le village du sud-ouest du Tarn-et-Garonne, mais avec un père qui, lui, détonnait puisqu'il était instituteur. Et c'est lui qu'on voit dans la petite lucarne, là. Et il y avait déjà peut-être de mon côté un début de fascination pour les médias. Diapo suivante. Donc, assez naturellement, moi, j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture. J'avoue que je ne me suis jamais posé la question de faire autre chose. Bon, ça ne marchait pas trop mal à l'école, mais me déconnecter de l'agriculture, je ne l'ai vraiment jamais envisagé. Tout ça pour me retrouver à Paris, évidemment. Et donc, dans mes études, j'ai eu l'occasion d'être aux Antilles un temps. Et puis de par mon métier, même si mon bureau est à Paris, je vais vous dire là où je travaille, je suis quand même assez souvent sur des fermes en région. Diapo suivante. Voilà, et ça, c'est mon univers, donc passé rural, passé des liens forts avec le monde agricole. Mais mon quotidien, je suis un bobo parisien qui habite au pied de Montmartre, hein, donc ça, c'est mon environnement de tous les jours. Diapo suivante. Voilà, alors, peut-être quand même, pour revenir aux professionnels, donc j'ai à peu près travaillé toute ma carrière dans des organisations de l'élevage ou proches de l'élevage. Donc, ça a été l'Institut de l'élevage. J'ai travaillé aussi dans le syndicalisme, à la Fédération nationale des producteurs de lait. Et puis, aujourd'hui, je travaille à l'interprofession laitière, au CNIEL, à mi-temps. Et à mi-temps, je travaille à la Confédération nationale de l'élevage, que vous ne connaissez pas forcément tous. C'est le lieu où se retrouvent les 4 fédérations, notamment des éleveurs de ruminants, ovins, caprins, bovins lait, bovins viande. Et c'est un lieu. Ce n'est pas un lieu qui fédère, mais c'est plutôt un lieu où on discute, les éleveurs discutent de leur dossier. Voilà. Et il se trouve que donc, depuis des années, moi, j'ai toujours eu un petit pied dans la Confédération nationale de l'élevage. Et j'y étais en 2000, quand là, il y a eu le séisme qui a tout déclenché, dont on va parler aujourd'hui, et qui est venu bousculer mon métier. Donc, on va en reparler. Diapo suivante. C'est évidemment la crise de la vache folle. Donc, c'est pile l'année 2000, hein, donc c'était fin 2000, donc ça fait vraiment 20 ans. Et là, c'est le cataclysme, quoi, parce que la crise sanitaire inédite, le mot est à la mode aujourd'hui, mais c'était vraiment inédit. Le prion, on ne savait pas ce que c'était.
une protéine qui était à la fois un peu un virus. Enfin bon, c'était assez compliqué. Les effets sanitaires, bon, complètement inconnus. Le passage à l'homme, la transmission à l'homme, là aussi, grande inconnue. Et puis, en plus de la crise sanitaire, évidemment, très vite, ça s'est transformé en crise économique, notamment pour le secteur viande, vous vous en souvenez pour les plus anciens. Et puis crise, on va dire, sociétale, d'image, puisque de toute façon, voilà, on le savait un peu, mais on a vraiment pris conscience que nos consommateurs et citoyens, ils étaient réellement très, très coupés, ils avaient une très grosse méconnaissance de la réalité de nos élevages bovins, en l'occurrence en France. Diapo suivante. Donc, on a géré comme on a pu, plutôt mal d'ailleurs, hein, c'est ce qui, on va le voir pour la suite. Et puis moi, je l'ai ramené un petit peu à moi en disant, mais et finalement, est-ce que ça n'a pas suscité à inventer une forme de nouveaux métiers, hein, formateur au dialogue agriculture-société? Et ben, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble là pendant un petit quart d'heure, puis après, on prendra le temps de discuter, bien évidemment. Donc, diapo suivante. Donc, tout ça, ce choc nous a amené à réfléchir sur comment rétablir du lien, d'abord entre les éleveurs bovins, puisque la crise de la vache folle concernait le secteur bovin, bien sûr, mais plus généralement, on l'a vu ensuite, sur le lien entre l'agriculture, les agriculteurs et le reste de la société, sur des questions qui posent de plus en plus débat. Hein. Et alors, au départ, on a parlé beaucoup de communication, comme tout le monde, et puis aujourd'hui, on est vraiment sur un mot-clé qui est celui du dialogue. On va voir pourquoi. Donc, c'est ces 18 ans d'expérience à la formation collective que je vais essayer de vous raconter en quelques diapos. Diapo suivante. Donc voilà, l'historique, on vient de le faire, hein, rapidement. Ce qu'on a surtout retenu de cette crise qui nous a bousculé, c'est que d'une part, les éleveurs eux-mêmes étaient absents de prise de parole. Voilà, tout le monde s'exprimait dans les médias, avait un avis sur la crise de la vache folle. Les éleveurs, on les entendait très peu parce que c'était compliqué pour eux de s'exprimer. Et puis, on a vraiment pris conscience de ce décalage, quoi, entre la réalité des fermes d'élevage avec des vaches, et puis pas que, et puis puisque le reste de la population en percevait, en connaissait, et quand même tout ça débouchant quand même sur une grosse question de doute de la part de nos concitoyens sur les pratiques dans les élevages dits modernes. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça nous a amené très vite à se dire il faut retrouver du lien très bien, il faut entendre les questions qu'on nous pose, mais très vite, on s'est dit, mais il faut vraiment que ça passe par de la formation. Et on a un vrai souci d'accompagnement d'agriculteurs, d'éleveurs à la prise de parole. Ce n'est pas leur premier métier, ce n'est pas votre premier métier d'être sur des plateaux télé et de faire de la com, de l'information. Donc, il faut apprendre. Voilà. Et donc, ces formations, on les a réfléchies, on les a construites ensemble. Et on a tout de suite pris l'option, et ça, c'est très, très important, de travailler à la fois et surtout le fond et un peu la forme. Alors, le fond, ça veut dire quoi? On s'est vraiment cogné les vraies questions que la société, les gens de la société, parce que la société nous renvoyait. Alors, au départ, c'était évidemment beaucoup tout ce qui tournait autour de la sécurité sanitaire, hein, puisque la crise de la vache folle, c'est quand même ça qui avait été le fait déclencheur, on l'a vu. Mais assez rapidement, on s'est aussi intéressé aux autres sujets qui en découlent, l'utilisation des médicaments vétérinaires, ce que mangent les animaux. Et puis, assez vite, on est aussi parti sur les sujets de bien-être animal, de la question de la mort de l'animal, et évidemment tout ce qui tourne autour de l'industrialisation supposée de l'agriculture, de l'élevage, et puis aujourd'hui, le bio, le développement durable, enfin bon, voilà. Et aussi, parallèlement à ce travail sur le fond, on a beaucoup travaillé, on travaille sur la forme, et on va le voir un petit peu en détail, par du média training, c'est-à-dire des exercices de mise en situation simulée, hein, de plateaux télévision, d'interviews, de reportages ou d'interviews radio. Voilà. Donc, on ne s'est pas aussi empêché, plutôt on s'est autorisé à faire venir des intervenants extérieurs au monde de l'élevage pour venir un peu nous secouer, au bon sens du terme, c'est-à-dire venir aussi nous poser clairement les questions ou les interpellations que la société nous formulait.
Ça a pu être des experts, des sociologues, pas mal au départ, mais aussi quelques représentants d'ONG, alors pas forcément les plus militants ultra, hein, mais quand même des journalistes, voire même des professionnels d'autres secteurs qui pouvaient aussi se trouver confrontés à un moment donné à un problème d'image ou de compréhension de leur pratique. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est un exemple de séminaire. C'est un peu décousu, mais les éleveurs témoins, donc au départ étaient des éleveurs témoins bovins. Ils étaient volontaires, ils venaient d'un peu partout en France, ils étaient une quarantaine, ils étaient divers dans leur modèle entre guillemets d'élevage et de production, des bio, des herbagers, des intensifs, des bretons, des francs-comtois. Et on a pris le parti de les réunir, de se réunir avec eux pour 2 séminaires vraiment l'esprit séminaire, c'est-à-dire 2 jours complets, soirée comprise d'ailleurs, à travailler et 2 fois par an. Diapo suivante. Diapo suivante, merci. Voilà, donc ça, c'est les exemples de mise en situation, d'interview. Là, donc c'est avec des collègues aviculteurs. Diapo suivante. Alors, les parties pris pédagogiques de nos formations, et ça, bon, vous allez voir un peu concrètement, eh bien, on commence par vous proposer un truc qui n'est pas très sympa, qui s'appelle la déstabilisation. Voilà. Et notamment par ces mises en situation qui ne sont pas forcément, qui sont pas habituelles pour vous, de plateau télé. Alors, c'est pas du vrai plateau télé, mais quand on a quand même la caméra, le caméraman, le retour sur un écran, les projecteurs, le jingle qui est lancé par par le technicien, etc. Bon, l'air de rien, ça participe à se déstabiliser. Alors, l'objectif, c'est évidemment pas de vous déstabiliser, c'est de voir, une fois qu'on est déstabilisé, ce qu'on met en place derrière pour construire. Et la construction, eh ben, c'est notamment en faisant chaque fois, après chaque exercice, un bilan du matériau, de ce qu'on retire de positif ou d'un peu perfectible de l'exercice qui a été réalisé, mais on le fait collectivement. Un de nos mots-clés, c'est quand même le déplacement vers l'autre. Alors ça, c'est très important, on va y revenir. C'est vrai que quand on est amené à prendre la parole, on est souvent complètement obsédé par ce qu'on va dire, ce qu'on doit dire de bien en tant qu'émetteur. Et en se disant, il ne faut pas que je me trompe, il faut absolument que cet argument-là, je le développe, que je n'oublie pas et tout. Et souvent, on en oublie un peu où est l'autre, à quelle place se situe l'autre. Et alors que c'est vers lui qu'on s'adresse, et donc il faut chercher quand même à ajuster les messages qu'on veut lui faire passer. Il faut vraiment en tenir compte. Voilà. Et je reviens sur le débriefing, c'est vraiment fait partie de nos formations. Ce n'est pas des jeux de rôle qu'on s'amuse à faire dans les simulations de situations. Ça va bien au-delà, c'est vraiment amener du matériau sur lequel on travaille et ça se fait de manière collective. Diapo suivante. Alors là encore, des exemples de situations. Bon, c'est une technique qu'on utilise pas mal, c'est à la façon Bourdin, alors très modestement, hein, vous avez bien compris, mais de l'interview en face à face, comme ça, avec des beaux micros qui plombent bien l'ambiance de celui qui est interviewé. Diapo suivante. Alors, de ces formations, alors, ce qu'on retient quand même essentiellement dans les choses qu'on essaie de travailler, et c'est tout bête, mais déjà, quand on veut parler à l'autre qui n'est pas comme nous, qui n'est pas aussi expert que nous, c'est déjà une première question de vocabulaire. Si on ne veut pas se fermer les premières portes parce que ce qu'on va raconter est incompréhensible, parce que l'autre ne peut pas le comprendre, parce que l'autre ne peut pas l'entendre, parce qu'il n'a pas le niveau et ce n'est pas grave, ben c'est de ne pas se tromper. Donc, le bon vocabulaire, c'est le mot juste qui doit être forcément concret, simple, et il faut qu'on fasse un peu le deuil de notre propre technique et de notre technicité. Voilà. Et ce sont des mots le plus possible compris par tous. Je prends toujours cet exemple, je sais qu'il n'est pas toujours accepté de votre part en tant qu'agriculteur, mais c'est clair que le mot ferme est un mot qui est universellement mieux compris que le mot exploitation, notamment exploitation agricole.
Et je vous passe les détails quand en plus on parle d'exploitation de la nature, de l'animal, etc. dans les débats actuels. Voilà. Très, très important de ce qu'on retire de ces formations aussi, mais bon, on l'apprend par les situations, c'est vraiment ne pas surestimer le niveau de connaissance de ses interlocuteurs et ne pas s'offusquer de son ignorance. Voilà, il faut... Et dernier point sur lequel on travaille beaucoup, c'est la force du témoignage, c'est-à-dire qu'au-delà de l'argumentation, au-delà de la raison pure, on essaie de faire passer beaucoup de messages par la narration, par le fait qu'on raconte ce qu'on fait, ce qu'on est. Et dans ce cas-là, il n'y a rien de mieux qu'utiliser le jeu. Et dans le monde agricole, ça c'est un peu, c'est vrai que vous êtes quand même, et c'est d'ailleurs pas forcément un défaut, hein, plutôt adepte du nous, du collectif. Vous avez beaucoup de mal à dire je fais ci, je fais ça sur ma ferme, avec mes animaux ou autres. Et vous avez raison, mais là, quand on veut s'adresser à du grand public, et notamment même avec des journalistes et tout, le jeu est quand même beaucoup plus efficace. Et donc, il faut, d'une certaine manière, apprendre à le domestiquer et à assumer et à s'autoriser à l'employer. Diapo suivante. Bon, voilà, ça, c'est les sujets un peu chauds, hein, OGM, le bio, le bien-être animal. Très rapidement, on apprend par les exercices à sortir du débat philosophique qui est souvent un peu stratosphérique. Hein, et ce qu'on retient de cette diapo, c'est surtout que chaque fois, quand on est dans les débats généraux, est-ce que le bio peut nourrir le monde, mais si on est contre les OGM, on est contre le programme général, il faut s'éclairer à la bougie et tout, bon, personne n'avance. En revanche, vous avez un atout, vous avez la gestion d'une ferme, très concrètement, tous les jours. Eh bien, c'est ça votre domaine de référence, votre domaine d'expertise, votre domaine de témoignage. Donc, revenez sur votre terrain, votre quotidien, racontez-nous les champs, l'élevage, votre métier. Ce métier quand même très original aujourd'hui, hein, qui est un métier du lien au vivant et avec un rapport très concret avec la nature et les animaux quand vous en avez. Suivante. Donc tout ça, préparer des agriculteurs à être plus à l'aise dans la prise de parole, c'est bien dans l'absolu, mais dans quel objectif? Dans un premier temps, ça a été évidemment parce qu'on voulait pouvoir répondre aux médias quand on était sollicité, ce qui avait été le cas pendant la crise de la vache folle, et on ne savait pas le faire, on n'avait pas d'agriculteurs, on n'avait pas d'éleveurs préparés à prendre la parole. Donc ça, c'était le premier objectif. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'avec ces formations d'éleveurs témoins dans la durée, donc, eh ben, ça permettait quand même, au-delà des médias, de préparer tout simplement à la pédagogie, à l'explication. Et ça pouvait être fort utile aussi dans des animations avec des contacts directs avec le public, dans les salons, dans les opérations fermes en ville ou vous pouvez faire en région. Et puis, évidemment, ça nous a aussi aidé, alors là, je parle au niveau des interprofessions, notamment à fournir du matériel, entre guillemets, de témoignages, d'explications, pour illustrer aussi nos brochures, nos vidéos, enfin, tous les éléments d'information, tous les outils d'information que l'on met en place. Et dernier point, on n'y avait pas forcément pensé au départ, mais on l'a vécu pas mal, notamment avec les éleveurs bovins. Ben, une fois que des éleveurs sont préparés, on s'est permis de les faire intervenir, ceux qui souhaitaient évidemment, dans des colloques où on n'avait pas forcément l'habitude d'aller, comme des colloques de chercheurs ou auprès de relais d'opinion, d'associations. Voilà. Diapo suivante. Donc ça, j'ai oublié de le dire, au départ, c'était donc formation d'éleveurs témoins bovins. Assez vite, on a eu un groupe pour les caprins, les ovins, et puis assez vite aussi, ça c'est le périmètre de la Confédération nationale de l'élevage, ben, nous avons été amenés aussi à faire des prestations, notamment avec le secteur avicole, d'où d'ailleurs la présence d'Hélène ici, qui parlera tout à l'heure, qui racontera un peu, vu du côté éleveur, comment elle a vécu ces formations. Et puis, c'est aussi, une fois qu'on a mis en place cette méthode, hein, on a été amené à l'expérimenter dans des sessions plus courtes, pas forcément dans la durée comme avec les éleveurs témoins des différentes filières,
mais pour des sessions d'une journée ou deux, et dans les départements, aussi bien dans les interpros, mais régionales, mais aussi dans les chambres d'agriculture et puis autres groupes. Donc, c'est juste pour montrer la diversité et au-delà de l'élevage, d'ailleurs. Diapo suivante. Donc là encore, des mises en situation, vous voyez, donc l'esprit dans lequel c'est juste pour... alors ça, c'est évidemment quand on faisait du présentiel, vous voyez de quelle époque je parle, mais pour l'instant, on en est plutôt sur du visio, on y reviendra. Diapo suivante. Donc là encore, bon, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a notamment un agri-tweetos bien connu, Étienne, qui est au milieu, là, qui a participé à une de nos formations il y a 3 ans. Diapo suivante. Là encore, je pense qu'il y a des aviculteurs de la Drôme que certains vont peut-être reconnaître. Donc, toujours ambiance de travail, c'est quand même des ambiances très concentrées. Enfin, Hélène en parle. C'est vraiment du séminaire en immersion. Je crois que bon, ça vaudra peut-être le coup d'y revenir un tout petit peu. Diapo suivante. Ça, c'est un exercice qu'on fait dans les sessions dans la durée. C'est une simulation de débat en mairie. Parce que ça aussi, de plus en plus, finalement, vous êtes amenés, vous ou vos collègues, à avoir à défendre vos projets d'extension, d'un élevage, projets d'installation. Et il faut de plus en plus tôt préparer ça avec le voisinage, avec l'entourage, avec la municipalité ou autre. Et ça aussi, ça s'appelle... Enfin, on est vraiment du coup dans du dialogue et presque de la médiation. Et nos formations, la prise de parole, la pédagogie et tout, aident aussi à intervenir, à s'outiller pour ce genre de situation. Diapo suivante. Donc, après ces 200 sessions, hein, à la louche depuis 18 ans, donc là, c'est un peu le résumé, on va aller très vite. Eh bien, on est aussi amené à répondre, comme je l'ai dit, à des demandes plus ponctuelles d'une ou deux journées, avec des partenaires soit nationaux, soit en région ou en département. Diapo suivante. Et les acquis, très vite aussi. Nous, on pense que vraiment, cette méthode qu'on a élaborée collectivement, ça j'insiste beaucoup, et on s'est fait aider au départ aussi par de l'appui pédagogique à l'IFOCAP au tout départ. Et puis aujourd'hui, on continue à travailler avec une conseillère pédagogique qui nous aide bien. Et ça nous a permis de mettre en place des postures de dialogue tranquilles. Voilà. Où je le redis, le témoignage a vraiment individuel et pédagogique a un rôle essentiel. Le témoignage a aussi cet avantage-là de pouvoir introduire un peu d'émotion et de ne pas laisser le terrain de l'émotion à nos contradicteurs. Et notamment, quand on parle de bien-être animal, quand on parle de l'environnement ou autre, très vite, on a l'impression que nos contradicteurs ont toutes les belles causes à défendre et puis que nous, on est des rationnels purs et un peu durs. Voilà. Donc, le témoignage permet aussi d'introduire une part d'émotion dans la manière de se parler de son métier d'agriculteur et au-delà des polémiques. Donc, tout ça nous permet de vous préparer à titre individuel, mais dans l'objectif collectif quand même de défendre une image générale de l'agriculture. Et donc, au-delà de messages uniques, techniques, magiques, parfois on a l'impression qu'on va sortir l'argument qui tue et qui va mettre l'adversaire KO, et on a l'impression qu'on n'y arrive pas parce que simplement on n'a pas encore cet argument en main. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et on le voit bien quand on s'expérimente dans nos sessions. Diapo suivante. Voilà, donc ça aussi, ces formations vous permettent sans doute de prendre conscience que la communication, ce n'est pas qu'un grand combat, une logique de guerre, d'influence et de lutte médiatique. Voilà. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, dans les gens qui nous interpellent, qui veulent en savoir plus, qui veulent comprendre d'où vient ce qu'il y a dans leur assiette, comment l'environnement, comment le milieu, comment l'animal a été respecté ou pas pour remplir cette assiette. C'est pas simplement des guerres de militants et des guerres de position. Voilà.
c'est aussi une quête de sens, et ça, il ne faut pas l'oublier chez la plupart de nos concitoyens. Et du coup, ça renvoie vraiment, on n'a pas beaucoup d'interdits dans nos sessions, je crois, mais il y a vraiment un truc sur lequel nous, on a complètement renoncé, on n'y croit pas, c'est l'histoire des éléments de langage. Le prêt à parler, le prêt à penser. D'abord, on pense que c'est vraiment pas efficace parce que plus personne n'est dupe. Hein. Et puis même éthiquement, ça n'a pas grand sens quand des gens sont en quête de sens, de compréhension, de connaissance, de leur sortir des formules toutes faites qui sont censées remettre tout le monde à la niche en disant bon, c'est bon, braves gens dormez, nous on s'occupe de tout. Voilà. Diapo suivante. Alors, c'est quasiment fini, hein, ça me laissera un petit peu de temps d'échange. Donc, les constats, c'est une méthode formation qui est éprouvée depuis 18 ans. Elle fonctionne bien pour les agriculteurs et les éleveurs avec des formats très variables. Hein, ça peut être dans la durée pour les former, on va dire, préparer des éleveurs témoins qui vont être prêts à aller sur des plateaux télé ou à recevoir des journalistes une journée chez eux pour des reportages ou autres. Mais la méthode fonctionne aussi pour des formations plus courtes, pour juste aider les agriculteurs peut-être à trouver les postures un peu plus adaptées pour simplement converser et dialoguer avec des voisins. Hein. Voilà. Elle est toujours en phase avec l'actualité quand même, parce qu'on essaie toujours d'être au fait, voire d'anticiper même les sujets qui pourraient devenir des sujets de société. Pour exemple, dans nos formations avec des éleveurs témoins bovins, le mot végan et antispéciste, nous l'avons abordé la première fois en 2003. Et je peux vous dire qu'à l'époque, moi, je rasais les murs quand je sortais de ces sessions-là. Je n'allais pas dire partout que ça y est, on travaillait, nous, à peut-être l'éventualité d'un mouvement qui pourrait monter, qui serait anti-élevage, même pas végétarien, végétalien, etc. Voilà, juste pour... Donc, c'est aussi, ça fait partie de notre rôle, hein, c'est d'anticiper un peu pour se préparer, d'être... Évidemment, on ne souhaite pas que ça arrive, mais si ça arrive, de ne pas découvrir aussi les contradictions sur lesquelles on n'aurait pas réfléchi avant. Et cette méthode, elle est transposable, donc voilà, on l'a éprouvé, ça aussi. Et aussi, pas forcément qu'aux agriculteurs, moi, ça m'arrive de faire des formations avec des coopératives d'insémination, notamment, et dans nos formations, il y a des vétérinaires, il y a des chargés de com, des gros scopes de l'insémination, il y a même eu des chercheurs INRA, et on se rend compte que cette façon, réfléchir un peu à comment on parle de son métier, notamment quand c'est un métier d'expert, pour que ce soit compréhensible et appropriable par un public qui n'est pas expert, ben c'est toujours un boulot très, très intéressant. Et c'est cette compréhension de son métier qui rend la chose possible, et notre objectif, qui est celle de l'acceptation. On dit souvent, on ne peut accepter, quel que soit le métier, que si déjà on a compris en quoi il consistait. Si on commence par ne pas comprendre de quoi on nous parle, on ne voit pas comment on peut accepter la pratique en tant que telle. Petite parenthèse. Et donc là, on a un souci de déploiement. Parce qu'en fait, pour déployer ces formations, alors on travaille aussi avec l'UVA. Hein, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec l'UVA sur le sujet. Cette demande, elle existe de plus en plus dans nos régions, dans nos départements, c'est-à-dire ce besoin d'avoir un accompagnement, une préparation à la prise de parole. Mais l'intention, elle est là, les objectifs aussi, la méthode et surtout des formateurs qui sont un peu préparés à cette méthode-là. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait partie de notre projet, la CNE, de former des formateurs. Elle est en train même de réfléchir à la certification de ces formations. Et tout ça est en cours. Je vous en parle juste pour l'ayez en tête. Diapo suivante. Voilà. Là, c'est aussi des simulations de débats en mairie. Vous voyez, ça le fait, quoi. On voit bien que là, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui fonctionne et ça permet ensuite, une fois encore, hein, ce n'est pas le fait de faire le jeu, c'est une fois qu'on a fait la simulation, de bien analyser les arguments des uns et des autres, ce qui fonctionne, ce qu'on entend, ce qui est audible, ce qui n'est pas. Enfin, on ne se la raconte pas, j'ai envie de dire. Diapo suivante. Donc, pour résumer, et c'est l'avant-dernière diapo, donc le dialogue élevage et société ou agriculture et société,
c'est vraiment deux choses à retenir, c'est prendre en compte l'autre quand on lui parle. C'est tout bête, hein, mais et vraiment considérer qu'on a un atout, surtout dans vos métiers, et que tous les métiers n'ont pas. C'est la force du témoignage parce que vous avez réellement quelque chose à raconter et quelque chose qui intéresse l'interlocuteur, puisqu'il s'agit rien de moins que de la nature, de l'animal et de ce qu'il y a dans l'assiette. Donc, des sujets quand même très, très, qui ne sont pas anecdotiques. Et dernière diapo. Voilà. Donc là, pour réfléchir un peu plus sur, et atterrir sur des projets un peu plus concrets de sessions qu'on pourrait imaginer avec vous à ces brèves échéances, ce serait en visio. Bon, mais François nous donnera un peu de détails là-dessus. Et c'est des exemples de séquences sans tout dévoiler, hein, parce qu'en général, on ne vous donne pas le programme avant, mais c'est travailler sur, en 2 minutes, comment je peux raconter ma vie d'agriculteur, d'éleveur, en me disant que mon interlocuteur ou mes interlocuteurs ne sont pas du tout des spécialistes, en tout cas pas mes interlocuteurs habituels dans mes réunions professionnelles. Voilà. On peut travailler sur les exercices de simulation de mise en situation de communication de proximité. On peut imaginer des scénettes avec un voisin, un touriste citadin, et toujours dans l'esprit de travailler le dialogue. Et puis, on peut faire aussi un peu de média training, y compris en visio. Moi, ça, je le fais régulièrement, avec, comme ça se fait d'ailleurs de plus en plus souvent dans la vraie vie, dans les médias, c'est des interviews individuelles à distance, comme si c'était filmé, enregistré. Voilà. Bon, mais j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis toujours un peu bavard, désolé. Je suis à votre disposition. Et surtout aussi, quand même, c'est important que je pense qu'Hélène, François, tu vois comment tu organises ça, mais qu'Hélène aussi nous fasse part un peu de son témoignage à elle. Merci. Oui, effectivement, merci beaucoup Jean-Marc. Je pense que Hélène, tu peux peut-être dire quelques mots sur toi, l'expérience que tu as eue par rapport à cette formation et un peu par rapport à l'évolution aussi que vous avez pu constater par rapport à cette thématique. Oui, donc bonjour à tous. Donc, juste pour me présenter très rapidement, donc moi je suis éleveuse de poulets depuis bientôt 19 ans maintenant. J'étais à l'origine pas issue du milieu agricole. Donc, j'ai rejoint la ferme de mon compagnon à ce moment-là. Et depuis, c'est moi qui m'occupe plus spécifiquement du suivi de l'élevage. Donc, je suis à Émeux, à une douzaine de kilomètres au nord de Romans-sur-Isère. Et j'ai commencé à participer au groupe des éleveurs témoins. Alors, je ne sais même plus depuis combien de temps j'y suis, enfin depuis le début, mais ça fait de très nombreuses années maintenant, puisqu'on avait démarré au niveau de la région Rhône-Alpes à l'initiative du Cervoz à l'époque. Donc, c'est là qu'on a eu la chance de rencontrer Jean-Marc. Donc, il nous forme depuis tout ce temps-là. Donc, à l'époque, c'était un petit groupe d'éleveurs de volailles, donc à la fois volailles de chair et pondeuses, tout mode d'élevage confondu. Et donc, c'était, comme l'a expliqué Jean-Marc, basé sur les groupes d'éleveurs témoins en bovins qui avaient démarré donc, avec la crise de la vache folle. Nous, c'était un petit peu sur la même problématique avec, à l'époque, les problématiques de grippe aviaire. Donc voilà, c'était pour apprendre à parler de son métier simplement à la base. Suite à ça, on a participé à des opérations dites de communication. Par exemple, je ne vais pas tout citer, mais par exemple, on a participé plusieurs années à ce qui s'appelait le marché des saveurs à Lyon, donc sur la place Bellecour à Lyon, où on rencontrait donc des consommateurs, des citoyens, pour expliquer tout simplement notre métier et l'évolution du métier qu'il y avait eu donc en plusieurs décennies. Après, depuis quelques années maintenant, le groupe régional n'existe plus en tant que tel, mais on participe à un groupe maintenant national animé par l'APVF, l'Association de promotion de la volaille française, où là, donc, on est une bonne vingtaine d'aviculteurs, mais uniquement volailles de chair, au niveau national, donc, puisqu'on a des éleveurs de Bretagne, des Pays de la Loire, du Sud-Ouest et donc du Sud-Est avec quelques-uns de la Drôme. Et là, c'est pareil, tout mode d'élevage confondu et toute espèce confondue, puisque
On a à la fois des éleveurs de poulets, de dindes, de pintades, de canards, du bio, du label, du standard, enfin voilà. Alors, concrètement, à quoi ça m'a servi, moi, et comment j'ai évolué? Bon, j'avais l'envie, comme tous ceux qui participent, hein, de savoir mieux parler de mon métier, de savoir communiquer, mais bon, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Euh, et en fait, on s'est tous aperçus qu'il y a quand même des situations très concrètes, hein, auxquelles on est confronté de plus en plus. Par exemple, moi, il y a 15 jours de ça, j'ai rencontré un adjoint de la commune sur mon village, là, et j'en ai profité pour lui parler des fenêtres qu'on va devoir mettre dans nos poulaillers. Et je voulais savoir, donc, au niveau administratif, s'il fallait faire un permis de construire ou déposer une déclaration de travaux. Et tout de suite, la question qu'il m'a posée, c'est mais pourquoi tu ne fais pas du label? Tes poulets, là, ils sont enfermés. C'est pas intéressant comme vie. Pourquoi tu ne fais pas du label? Donc, c'est vrai que face à des questions comme ça, peut-être que si je n'étais pas formée du tout, je me sens quand même un peu agressée et envie de répondre, enfin, tu crois que tout le monde peut se payer du label, enfin, des choses comme ça. Et puis, maintenant, je réagis différemment, quoi. Je me dis, en fait, si l'autre, il me pose cette question-là, finalement, la question, elle n'est pas forcément idiote, hein. Et pourquoi je ne fais pas du label? Pourquoi il y a des poulets qui sortent et des poulets qui ne sortent pas? Donc, voilà, moi, je raconte mon histoire. Ce qui est la vérité, c'est que moi, d'abord, je n'ai pas choisi le mode d'élevage puisque j'ai rejoint mon compagnon qui, à l'époque, donc, ne faisait pas du poulet label. Mais par contre, comme je me suis très vite occupée de l'élevage et que maintenant c'est mon métier au quotidien, je m'aperçois que même si j'ai des poulets qui ne vont pas à l'extérieur, ils sont bien, quoi. Et là, on développe, hein, je vous le fais court là, mais voilà, j'ai un tas d'arguments pour expliquer comment je m'en occupe et comment je juge qu'ils sont bien, etc. Donc voilà, de la position de quelqu'un qui va se sentir attaqué, qui est mis en accusation, j'explique ce que je fais. Donc, comme l'a dit Jean-Marc, je rentre en dialogue avec la personne. Je juge que ce n'est pas forcément une question idiote qu'il m'a posée et je fais de la pédagogie, quoi. J'explique simplement ce que je fais. Et alors, peut-être qu'il ne changera pas d'avis, peut-être qu'il va considérer que le label, c'est le mieux, et puis c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais expliqué ce que je fais et je lui donne des clés de compréhension et peut-être qu'il va faire un petit pas vers moi et qu'il va partir de là en disant, ouais, finalement, ils sont quand même pas mal ces poulets, quoi. Voilà. Donc là, c'est concrètement ce qu'a dit Jean-Marc, effectivement, on le met en application. On ne va pas faire des généralités. On n'est pas des responsables professionnels, hein, quand on est éleveur témoin, à parler de la filière, des grands chiffres, etc. On parle effectivement de ce qu'on fait. Je raconte mon histoire. Donc, l'argument que moi, je sors parce que c'est mon histoire, ça ne sera peut-être pas exactement le même qu'un autre éleveur qui aura une autre histoire à raconter. Mais en tout cas, j'explique ce que je fais. Et ce que je veux, c'est que l'autre, il m'imagine dans mon poulailler en train de soigner, de prendre soin de mes poulets. Et là, en fait, c'est assez facile pour nous, éleveurs, parce qu'on a plein d'arguments, parce que c'est simplement raconter ce qu'on fait au quotidien. Donc, ce n'est pas tellement compliqué. C'est juste savoir expliquer comment on travaille au quotidien, quel est notre œil d'éleveur et quelle relation on a avec nos animaux. Alors, c'est vrai que quand on parle entre nous, on parle plutôt technique, donc ça, on va un peu oublier, mais simplement revenir à la base de notre métier et la relation qu'on a avec l'animal. Et là, finalement, on est à l'aise parce que c'est des choses qu'on connaît par cœur. Donc, c'est ça qui est super important dans notre métier, de raconter notre métier et de ne pas partir effectivement dans des grandes généralités, des débats philosophiques, où là, on sera forcément moins bon, quoi. Alors, c'est vrai qu'au niveau technique, on apprend, bon, ça, c'est vrai que ça s'apprend un peu, il faut un peu l'habitude. On oublie un peu le langage super technique, où l'autre va pas, enfin, il va décrocher forcément très vite, hein. On va parler de poulailler plutôt que de bâtiment. On va oublier les milliers de mètres carrés qu'on a parce que ça, le citoyen lambda, ça ne lui parle pas du tout. On va parler effectivement de ferme plutôt que d'exploitation. On ne va pas dire, comme on dit ici, je produis des poulets, je fais du dinde. Non, j'élève des poulets sur ma ferme, j'ai 6 poulaillers, etc. Voilà. Et puis, effectivement, il n'y a pas de pensée toute faite. Jean-Marc, il n'arrive pas avec ses fiches en nous disant allez, on t'interroge sur les OGM, il faut dire ça, 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 ça. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas forcément des arguments qui me correspondent. Voilà. On travaille effectivement en interactif.
On réfléchit par le biais de mise en situation au sujet et on construit les arguments en collectif. Et chacun va se retrouver plus ou moins dans les différents arguments, donc reprendra ce qui lui correspond le plus. Mais en tout cas, voilà, on teste ce qui peut marcher comme argument ou ce qui va moins bien marcher. Bon, alors concrètement, ça s'est traduit il y a un peu plus d'un an là, quand on avait été concerné dans le département de la Drôme par des intrusions dans des élevages. Donc, on a accompagné l'éleveur qui avait été concerné, puisqu'il a dû recevoir à peu près tous les médias, la 1, la 2, la 6, je ne sais pas combien on en a reçu, mais on les a tous vus, les journalistes. Donc, c'est vrai qu'on a quand même constaté qu'on était quand même armé pour répondre à des médias, à des journalistes. Je ne dis pas qu'on a réponse forcément à tout. C'est bien pour ça que c'est des formations qui durent sur plusieurs sessions, en tout cas, parce qu'il y a toujours des nouveaux sujets, etc. Puis il faut vraiment se mettre en situation pour dédramatiser les sujets et arriver à répondre dans un esprit de dialogue. Mais c'est vrai qu'on a quand même constaté qu'on était armé, en tout cas beaucoup mieux que si on n'était pas formé du tout. Hein. Alors l'idée, ce n'est pas forcément pour tous les éleveurs de répondre aux médias, mais en tout cas, on le voit bien à l'heure actuelle avec nos voisins, avec des élus, ne serait-ce que de la commune, parce qu'on a des collègues éleveurs qui ont des projets. Bon, là, par exemple, dans notre groupe, on a des jeunes éleveurs qui ont des projets de construction de poulailler. Moi, j'ai proposé qu'ils soient accompagnés d'un éleveur témoin pour aller expliquer déjà leur projet au niveau du conseil municipal. Voilà, au moins pour épauler nos collègues. Voilà, j'essaye de faire court sur quelques exemples. Si vous avez des questions, je suis là. Voilà, nous sommes en disposition, Hélène et moi, pour des questions, des besoins de précision. François, on te passe la main. Oui, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Hélène, aussi pour ce témoignage. Voilà, si vous avez des questions, donc le plus simple, c'est de les mettre par le chat. Voilà, Et y compris des doutes, hein, y compris si vous n'êtes pas aussi convaincu que nous le sommes et tout. C'est vraiment l'occasion aussi d'échanger là-dessus. Hein, voilà. On est prêt à tout discuter avec vous. Hein. Le but, voilà, effectivement, c'était de pouvoir avoir un peu une introduction sur le sujet parce que, voilà, on est convaincu que c'est un sujet qui a de l'avenir. Alors, donc voilà, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément trop par quel bout le prendre. Donc voilà. Si vous avez des questions, que ce soit sur la méthode ou même sur les formations, voilà, vous n'hésitez pas. Sachant que peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean-Marc, l'idée là qu'on aurait, c'est de pouvoir mettre en place donc une formation de ce type, et ça représenterait en gros deux sessions visio, voilà, donc qui seraient calées sur mars, 18 et 25 mars, et après de pouvoir se refaire un point environ une demi-journée, plutôt à l'automne ou en hiver. Et donc, pour que ça soit aussi assez interactif, ce serait une petite session avec 5-6 personnes. Voilà, pour faire ça. Hop. Donc, je profite pour lire les questions. Donc, nous avons un problème de dialogue avec nos citoyens sur la présence des chiens de protection et nous sommes en impasse sur le dialogue. D'accord. Ok. Est-ce que, alors, Alors, ouais, pour info, il se trouve qu'on travaille aussi avec les éleveurs ovins, notamment avec la Fédération nationale ovine, et je suis en particulier des groupes prédation, donc à la fois sur la question de la prédation par le loup et par l'ours, même aussi on travaille avec et on est, enfin, on a fait même de ce sujet-là, le sujet de la prédation, un sujet spécifique. On est bien conscient que c'est un problème de société encore plus particulier que tous les autres. Voilà. Donc, je ne sais pas comment peut-être se rapprocher de la FNO ou autre. Enfin, nous,
a un travail au niveau national aussi, et avec certaines régions sur le sujet. Est-ce que peut-être la personne qui a mis qui a mis cette remarque, je ne sais pas si elle peut éventuellement allumer son micro Ouais, c'est bon. et voilà, peut-être expliquer un peu la situation en quelques mots. Ouais, on se présente. Alors, moi, c'est le GAEC Boss sur la commune de Gigord et Lauzeron, donc en zone Gervanne. On est une dizaine d'éleveurs sur un secteur qui est assez petit, ce qui représente une quarantaine de chiens de protection, vu que les meutes sont installés. Donc, on est en rupture complète avec une des communes centrales du secteur. Où c'est beaucoup de néo-ruraux qui sont venus s'installer. Alors, on gère assez bien tout ce qui est vegan, tout ce qui est élevage, tout ça, on n'a aucun souci. Mais par contre, on est vraiment dans une impasse sur le dialogue chien de protection. Donc, on a vu la FDO, on en fait partie. On a vu le département, on a vu les préfets. Et toutes les démarches qu'on fait, c'est pas vraiment ça finit à part plus être du positif parce on est vraiment en rupture de dialogue dessus. On a fait intervenir des associations, même extrêmes, sur la présence des animaux et autres, pour que témoignent, puisqu'ils sont présents sur le terrain, qui rencontrent nos chiens sans arrêt, et pour que ça soit eux qui interviennent auprès de la population pour expliquer qu'ils n'ont jamais eu de soucis avec nos chiens. Et en fait, il y a eu un pincement d'un de nos chiens, d'ailleurs, il y a 1 an et demi, et c'est parti, mais c'est un pincement. La personne s'est soignée avec une visite magnétiseur par téléphone et un sachet de levure, mais ça a créé une atmosphère horrible sur notre secteur. Du coup, on s'est quand même refermé. Ça nous a vachement soudés entre éleveurs, mais on s'est quand même bien refermé. Moi, je suis une ermite. J'ai mes gamins qui vont à l'école sur la commune où il y a des soucis. Je sors plus de la voiture. J'évite de sortir de la voiture. J'ai pas peur des gens, mais j'évite parce que on est dans une impasse complète de dialogue, quoi. On a vu le département, on fait plein de démarches, on équipe nos chiens de collier GPS, on fait tout, mais ça va jamais. Et en fait, les gens n'essayent même plus de dialoguer avec nous, ils nous agressent, ils se jettent sur nous directement. On a le parc du Vercors qui intervient, on fait intervenir l'association Vie qui fait des tests sur nos chiens, on fait tout ce qu'on peut, mais on est vraiment en impasse et à la limite à chercher des médiateurs et autres pour… Et là, moi, très, très humblement, je dirais que c'est la limite de notre formation. C'est-à-dire que nous, on essaie de préparer pour éviter que ce genre de situation arrive, quoi. Mais malheureusement, quand elles atteignent des paroxysmes comme ça… C'est là, c'est qu'on n'a plus de solution, on ne sait plus quoi faire. On a commencé par faire des réunions publiques avant même qu'il y ait un problème avec les chiens. On savait qu'il y allait y avoir des soucis. Donc, il y avait le risque. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais oui. Après, moi, c'est sûr que ça relève d'une médiation encore à haut niveau, quoi. Parce que… c'est ça, c'est ce qu'on pense. On essaye de monter petit à petit, mais c'est pas évident. Alors si on nous dit on va vous aider, mais dans 2 ans, les chiens… je veux dire, on est sur de la communication, on est sur plein de choses. Tout est interprété. On a essayé de communiquer, nous. On a essayé d'utiliser les réseaux locaux qu'on a. Tout est interprété, mais vous avez mis, il faut se tourner, il faut machin, mais il ne faut pas regarder en face, il faut regarder de travers. Tout est interprété. Et donc, du coup, on a carrément arrêté la communication. Et on leur a dit, mais passez à un niveau au-dessus de nous, parce qu'en plus, dès que les gens nous parlent, on est dans l'impasse et de toute façon, on n'est pas objectif, c'est nos chiens. Donc voilà, on a beau leur dire comment essayer de faire pour que ça aille mieux, la rencontre du chien. Non, on est de toute façon des gros cons avec nos chiens, quoi. Bon, désolé. Mais… Non, mais s'il y a des groupes… C'est intéressant. On est intéressé on recherche toutes les solutions pour vivre autrement, quoi. Mais j'avoue que l'histoire de la prédation, c'est quand même les seuls groupes thématiques qu'on a dans tous nos formations. Ça ne m'étonne pas. Parce que c'est vraiment un sujet, mais très, 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 très compliqué, et où les débats, voire les clivages sociétaux sont exacerbés, sont encore plus tendus, tout se mélange, quoi. Tout se mélange, on est bien d'accord. Mélange l'environnement, la question environnementale, la sanctuarisation des animaux sauvages. Est-ce que l'homme a le droit de vivre sur l'espace? Nous, on est là, en Gervanne, on est là-dedans. Voilà, et donc là, on arrive à des trucs, voilà. Et je dois dire que, et en plus, pour être complet,
avec aussi des éleveurs qui vivent des histoires personnelles d'une violence quand justement il y a de la vraie prédation et qui comprennent encore moins, quoi. Enfin, voilà. Ah bah, on s'est tous pris des claques. Hein. Moi, on s'est tous pris des claques parce que nous, en fait, on a une grosse prédation. Hein. On était à des attaques, on était à 20 bêtes juste à côté de chez nous, dans le jardin, dans le jardin limite. Mais les gens sont complètement à côté de la plaque. Donc, on leur a expliqué le fonctionnement de l'élevage et tout ça, mais ils veulent rien entendre. En fait, on est dans une rupture où on s'en fout. C'est votre problème. Vous gérez vos chiens, vous gérez vos brebis. Et après, nous, notre boulot, bon, par exemple, on a fait... je crois, un bon papier dans le Parisien avec un des éleveurs de la Drôme, de chez vous, là. J'ai oublié son prénom, c'était il y a 1 ou 2 ans, 2 ans. Et là, on a fait un boulot d'information. Il a accueilli pendant une journée le journaliste du Parisien qui s'est prêté au jeu, qui a vu, il a tout bien expliqué, les chiens de protection, les chiens de conduite, la différence. Ouais, c'est ça. Tout le monde fait... Et nous, notre boulot, c'est celui-là, quoi. C'est essayer de mettre en place des liens, des infos dont on espère qu'elles vont éviter qu'on arrive à des situations extrêmes, voire de violence. Oui, parce qu'on n'a aucun souci avec les touristes, j'ai aucun souci partout où je vais. C'est vraiment local, quoi. C'est local. Bon, ils peuvent plus nous supporter, quoi. D'accord. Alors, hop. Il y a la question aussi de la viande, de tout ce qui est viande à la cantine, de plus de viande à la cantine. Hop, je lis la question telle quelle. Plus de viande à la cantine, c'est symbolique mais grave. Comment doit réagir la profession au-delà des témoignages? Ah ben ça, là encore, moi je plaide, c'est plus dans mon... Je pense qu'une communication globalement sur un sujet, sur un métier, il doit y avoir plusieurs émetteurs. Voilà. Bon. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des porte-paroles d'une position ou d'une analyse collective. Typiquement, le rôle des responsables professionnels, du syndicalisme ou autre. Parce que, en revanche, cette parole-là, qui a souvent été unique, elle ne suffit pas quand on est sur les questions sociétales. Il faut qu'elle soit aussi accompagnée de témoignages, comme l'a dit Hélène, d'éleveurs de base et salariés, ou agriculteurs de base et salariés, de péjoratif quand je dis ça, hein, qui vont témoigner non pas de ce que fait la profession française dans son ensemble et tout ça, mais de ce qui se fait à l'échelle de la ferme, de l'élevage que la personne connaît le mieux, c'est-à-dire la sienne. Voilà. Et moi, après, les positions au niveau national, enfin, ça relève ça du syndicalisme, des interprofessions et tout. Moi, j'ai envie de dire, je ne dégage pas en touche, mais ce n'est pas mon job. Le seul truc que je suggère, mais ça, c'est de jamais attaquer les choses frontalement. Voilà. Et là, je vois quand même qu'on assiste à une partie de ping-pong. Bon. Et puis je vais peut-être vous choquer, hein, mais il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire, et notamment l'impression que c'est encore pire parce que c'est un élu écolo qui a dit ça, quoi. Voilà. Et bon, je dis, attends, c'est un vrai sujet du choix des plats et des aliments pour les gamins à la cantine, mais il faut, dans tous ces sujets compliqués, il faut apprendre à gérer les indignations et pas s'indigner surtout. Je ne sais pas si je suis clair. Mais il faut rester sur le sujet. Et là, en fait, moi, une fois de plus, j'ai l'impression que tout le monde a une intention politique derrière, au-delà même du sujet. Je caricature. Enfin, si on en profite pour dire, vous voyez bien que ces écolos sont complètement déconnants, que c'est juste pas possible, qu'on se trompe. Parce que, voilà, et je ne suis pas pro-écolo quand je dis ça. Hein. Simplement, les écolos font partie du débat aujourd'hui en France. Et vouloir les éliminer d'emblée, même quand ils racontent des conneries, c'est une mauvaise stratégie. Voilà. Mais c'est la question générale. Vous avez compris, nous, on n'est pas sur l'option. Il y a des mots qu'on n'emploie jamais, c'est communication positive et ça suffit l'agribashing. Voilà. On n'est pas du tout là-dedans. Et je sais que c'est pour ça que ça peut vous choquer. Hein. Je veux dire, ça peut.
vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, hein, avec cette stratégie. Nous, clairement, c'est la nôtre. Hop, je m'installe en agriculture, je vais faire un poulailler de poules pondeuses plein air. Les voisins leur a expliqué le projet de 29 000 poules. Le voisinage nous ont mis au tribunal sous prétexte que c'est un élevage industriel. Ils ne veulent rien savoir en mettant des panneaux au bord des routes. Ok. Alors pareil, je ne sais pas si personne en question. Et un micro, éventuellement. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites en termes de communication en amont? En amont? Parce que là aussi, hein, on se rend compte que même quand vous faites les choses, les règles de l'art, de la réglementation, que vous remplissez tous les dossiers, que vous préparez tous les dossiers, demande d'autorisation en préfecture, etc., vous vous dites, je fais ça, je suis tranquille, donc je suis irréprochable. Et malheureusement, dans les temps qui courent, vous avez quand même intérêt, même si vous faites tout ça très bien, de prendre l'angle, de sortir un peu du bois auprès d'un certain nombre de voisins suffisamment tôt, notamment ceux qui vont peut-être spontanément pas être contre le projet, mais qui peuvent assez facilement être contre s'il y en a quelques-uns qui prennent le leadership opposant. Voilà. Et ça, c'est un peu nouveau. Hein. Et une fois de plus, même quand vous n'avez rien à vous reprocher, on est bien d'accord, hein, vous faites des choses dans la pure légalité. Et c'est un peu injuste, mais bon, je sais qu'au niveau de la Bretagne, il y a des techniciennes de chambre qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et la seule solution, c'est le plus tôt possible en amont, d'aller s'expliquer, d'aller commencer à raconter aux voisins, et pas forcément ceux dont on va se dire qu'ils vont être d'accord avec le projet d'emblée ou qui vont être tout contre. C'est plutôt tous les autres, tous les entre-deux. Et ceux-là, si on ils ont l'impression d'être informés suffisamment tôt, qu'on ne les met pas au pied du mur et tout, ils peuvent rester très conciliants, quoi. Voilà. Mais alors, je ne sais pas où vous en êtes, mais hop. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous dire deux mots de là où est-ce que vous en êtes un peu pour hop, voilà, d'utiliser le chat pour nous en dire deux mots. Donc, si après d'autres personnes aussi ont des questions. Et c'est ce que disait Hélène, hein, et ça peut être aussi bien de se faire un peu quand même, justement, de se faire aider par quelques éleveurs qui ont un petit peu plus avancé sur ces dossiers-là, à la préparation, au dialogue, d'aider à préparer ces premiers contacts. Hein. Ça ne se passe pas que sur les plateaux télé, quoi, de plus en plus, le dialogue sociétal. Ça, vraiment, vous êtes bien, les deux exemples qui viennent d'être donnés, c'est exactement ça, quoi. Et pas Hélène, tu peux peut-être dire quelque chose sur le sujet aussi, non? C'est compliqué quand même. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Mais c'est vrai que au moins on est là pour, on sait dédramatiser les choses. Puis en plus, quand on accompagne un collègue, on n'est pas, enfin, on est un peu extérieur quand même, quoi. Donc on est un petit peu plus capable de prendre du recul. Et donc peut-être de paraître un petit peu plus objectif. Après, on réglera sûrement pas tout. Hein. Peut-être qu'il y aura quand même des conflits. Hein. Mais effectivement, on pense quand même qu'on peut dédramatiser les choses, dépassionner le débat et peut-être arriver à des résultats comme ça. Enfin, en tout cas, on s'en est aperçu. Bon, c'est vrai que l'expérience qu'on a eue dernièrement, c'était plutôt avec des journalistes. Et on en a quand même rencontré beaucoup. Et là, on s'est aperçu quand même que les journalistes, eh ben, c'est pour beaucoup des gens tout à fait normaux, quoi, qui ont plein de questions en termes de, enfin, sur notre métier et qui ont qu'une envie, c'est qu'on leur explique les choses et qui ne sont pas forcément tordus. Ils ne sont pas forcément là pour chercher la petite bête. Et, bon, c'est sûr que là, bon, par rapport à la situation, je ne vais pas faire un diagnostic. Là, on m'a planqué dans mon appart au pied de Montmartre. Bon, j'ai pas le. Mais par exemple, cette histoire de procès sur le fait que ce soit de l'élevage industriel,
ça serait intéressant de savoir pourquoi tout de suite il y a ce jugement. C'est très certainement dû au nombre de poulets qui provoque ça. Voilà. Et parce qu'a priori, c'est quand même du poulet de plein air, etc. Donc, et on sait très bien, on a tellement travaillé ce sujet du nombre de poulets, y compris en bio. Nos concitoyens souvent débarquent, vous le savez bien, de la planète Mars, quand ils se rendent compte que même en élevage bio, il peut y avoir 4000, 5000, quelle horreur, 6000 poules. Ah, bon, voilà. Donc, bon. Et tout de suite, ça, ils ont l'impression qu'on est effectivement dans l'industriel. Bon. Donc, moi, j'ai envie de dire, les militants ultra radicaux qui, de toute façon, sont convaincus que tout ça ne pourra jamais aller, pas grand-chose à faire. Pour les autres, qui peut-être que ça peut valoir quand même la peine d'expliquer, mais bon, d'échanger avec eux sur cette notion d'industriel. Mais je dis bien, hein, c'est tout début de suggestion. De toute façon, voilà, dans la tête de nos concitoyens, il y a quand même une image simplifiée de le poulailler d'antan, la bonne basse-cour d'autrefois, et puis quand c'est plus ça, c'est tout de suite, dès qu'il y a un peu trop d'animaux, trop de volailles, c'est très vite classé comme industriel. Et là, peut-être quand même, il y a un petit travail de pédagogie tranquille, pour ceux qui peuvent, avec qui on peut le faire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. Sur les formations, peut-être, non, quand même, sur les projets, là. Ouais. Ah. Tac. Ouais, donc effectivement, Lise, une collègue de l'Isère qui parle d'une formation de 2 jours pour les nuciculteurs pour parler sereinement de leur pratique avec leurs voisins. Donc voilà, des choses qui se mettent en place. Et si je dis pas de bêtises, c'est venu effectivement de la part des éleveurs, cette thématique qui s'est... je ne sais pas, Lise, si tu as 2 minutes pour nous présenter, nous dire un peu le contexte de ce projet, ou si tu vas partir tout de suite. Et pour info, il y a Bruno Nérou, qui est un éleveur témoin bovin en Isère, et qui doit être aussi, qui doit produire de la noix de Grenoble, je crois bien. Pour info. Il peut peut-être vous accompagner à un moment donné pour aussi un petit témoignage ou autre. Enfin, voilà, c'est... D'accord. Ok. Bruno Nérou. Ok. C'est noté. Oui, donc voilà, pour... D'accord, ok. Donc voilà, donc il y a cette proposition donc, qui est faite côté Isère, et c'est vrai que côté Drôme, l'idée, c'est comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir faire avec un peu le programme qu'a décrit Jean-Marc, donc une première session donc en visio, voilà, pour les raisons que vous connaissez. Donc voilà, je crois qu'on l'avait calé le 18 mars. Après-midi, en faire une la semaine d'après pour que ça soit un peu rapproché. Et après, voilà, un peu se fixer des objectifs et on va dire se faire un débriefing plus automne-hiver pour après revenir sur des situations qu'on aurait rencontrées. Et donc là, le but, c'est d'avoir, voilà, de ne pas dépasser 5-6 éleveurs. Voilà, pour qu'en visio, ça puisse se faire de manière correcte. Donc voilà. Et par rapport à ça, voilà, dès cet après-midi, je vous ferai passer toutes les infos, on va dire par écrit, par rapport à cette formation. En présentiel, on savait faire des formations d'une journée pour à peu près 8 participants. Voilà. Et là, en visio, on a remplacé ce format-là par 2 séquences de 2h30, 3 heures à une semaine d'intervalle. Et on est plutôt à 5-6 participants pour que ça reste interactif, parce que vous l'avez bien compris, nous, ce sont des formations où on ne fait pas de diaporama. Hein. Donc, c'est vraiment que des successions d'exercices et de débriefs d'exercices. Donc, pour que ce soit interactif, en visio, 5-6 participants, ça marche.
Donc voilà. Donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas. C'est la première formation donc un peu sur cette thématique qu'on lance. Mais voilà, il y a vraiment cette idée aussi de pouvoir, de la force du collectif. Donc voilà, et essayer de de lancer ce petit groupe. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, voilà, il me reste à tous vous remercier. Merci beaucoup à Jean-Marc pour cette intervention et à Hélène pour son témoignage et à vous tous pour avoir été là. Et donc, je vous ferai passer aussi en même temps l'enregistrement de la conférence si vous voulez reprendre et revoir tel ou tel élément, ou si, n'hésitez pas aussi à le partager éventuellement à des proches, à des voisins qui n'auraient pas pu être là. Et voilà. Et de vous souhaiter bon appétit, vu qu'il est à peu près l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.